Salut! C'est la fin de l'été, c'est le mois de septembre au moment où je te filme cette vidéo et je me suis dit que ce serait sympa que je te fasse un petit bilan des randonnées que j'ai fait au mois de juin, juillet et août. Ça a été un été où il y a eu pas mal de randos finalement, même si c'était un peu par bribes. La plus grosse rando, je t'en parle tout à l'heure, ça a été 6 jours sur les GR30 en Auvergne, mais il y a aussi eu pas mal de petites randos par-ci par-là, donc je te parle de tout ça tout de suite. C'est un peu l'équivalent des bilans culture, mais version bilan rando quoi en fait. Ok, que serait cette vidéo si je ne te parlais pas du GR364 que j'ai commencé il y a maintenant 2 ans et qui n'est toujours pas fini. Toujours pas fini, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo. Ah, c'est là que j'ai pas pris mes cartes. Il n'est toujours pas fini, mais quasiment, puisqu'il me reste environ 40 km à faire sur celui-là. Donc je pars un peu en me disant que je vais réussir à le faire en une journée. Mais 40 km, ça me paraît quand même ambitieux. Mais ceci dit, sans avoir un gros sac sur le dos et juste de l'eau et de quoi manger le midi, ça peut être faisable, sachant que on est en Vendée, rappelons-le, et que la zone qui me reste est quand même relativement plate. Je pense, parce qu'on dit ça, mais des fois il y a des zones où il y a quand même du dénivelé. Pour t'expliquer, entre 2023 et 2024, j'avais fait le GR364 depuis les Deux-Sèvres jusqu'à Château-Guibert. Donc il me manquait la partie Château-Guibert, les Sables d'Olonne. Donc là j'ai fait un truc un peu bizarre, je l'ai fait en 2 fois. En fait j'ai fait une journée seule où j'ai marché de Château-Guibert jusqu'à La Roche, une journée de 30 km, ce qui était pas mal déjà. Et ensuite on est parti à 2 sur 3 jours, mais pour éviter d'avoir à traverser La Roche-sur-Yon, on a fait le GR dans l'autre sens, donc en partant des Sables d'Olonne et jusqu'à la petite ville de Martinez. Globalement, je crois que ça représente plus ou moins 65 km. Et franchement, c'est une étape que j'ai beaucoup aimée, notamment la partie où on marche dans les marais d'Olonne, qui était superbe, puisque je suis pas sûre d'avoir déjà marché dans les marais d'Olonne en fait, et c'était très joli. Par contre, je recommande pas de faire cette partie quand il fait très chaud, parce que je pense que quand il fait vraiment très très chaud, il y a pas beaucoup d'arbres pour s'abriter et le soleil doit bien taper, donc ça doit être assez difficile de marcher avec un gros sac sur le dos en plus. Pour chaque circuit dont je vais te parler, je vais essayer de t'intégrer des petits visuels, des cartes, etc. et évidemment des photos que j'ai prises pendant ces petits séjours. Mais si t'as envie d'écouter ça comme un podcast, n'hésite pas, c'est possible aussi bien sûr. Donc voilà, tout ça c'était au mois de juillet, j'ai fait la première étape seule le 18 juillet et après on est parti le week-end du 26 au 28 juillet. Et le dernier jour on s'est arrêté un peu plus tôt à Martinez parce que globalement on en avait un peu marre de marcher. Et dans les coins très sympas que j'ai beaucoup aimé sur ces parties-là, il y a aussi sur la journée où j'étais seule, toute la zone qui allait de Chaillé-sous-les-Ormeaux jusqu'à La Roche-sur-Yon, parce que je trouve que on longeait Lyon et c'était magnifique. Plein de zones où clairement on aurait pu poser une tente pour faire du bivouac avec des belles zones enherbées, des petits bois et Lyon qui coulait juste en bas. Donc c'était magnifique toute cette zone-là, j'ai beaucoup aimé. On a aussi dormi au bord du lac du Jaunet et ça c'était trop cool même s'il faisait un peu frais ce soir-là. Donc voilà pour cette aventure GR364, j'espère qu'on va réussir à la finir quand même. J'ai bien envie de me lancer le défi d'essayer de faire les 40 km d'une seule traite, mais peut-être que c'est un peu ambitieux en vrai. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu le ferais ou si ça te paraît risqué. J'ai commencé depuis, je pense, le mois d'avril à marcher avec une copine à moi aussi. On fait des petites randos de quelques heures par-ci par-là parce qu'elle avait envie de commencer à marcher un petit peu. Donc c'est trop cool d'avoir une compagnonne de marche, ça fait plaisir. Et c'est avec elle que je fais un peu les PR de Vendée. Donc les PR, pour rappel, ce sont des petites randonnées. Et j'ai ici un classeur où j'ai imprimé, je vais éviter de me le faire tomber sur la tête, où j'ai imprimé toutes les petites randonnées de Vendée. Donc il y en a beaucoup. Et on essaie de les faire petit à petit, sans grosse ambition, donc plutôt dans les zones qui nous entourent et en augmentant les kilomètres petit à petit. On a commencé par des PR tout petits de 4 km, 5 km. Et voilà, l'idée c'est d'augmenter un petit peu au fur et à mesure et de découvrir éventuellement des balades aux alentours de chez nous qu'on connaîtrait pas. Et puis ça permet de partir sans prise de tête, en marchant à la journée, etc. Donc au mois de juin, ensemble, on a fait une marche de entre 6 et 7 km qui était très sympa, avec beaucoup de nature, etc. Et c'est un peu l'avantage de la Vendée, c'est qu'il y a quand même des zones qui sont pas mal boisées. Il y a beaucoup de champs, mais il y a des zones qui sont pas mal boisées, pas mal de petits cours d'eau qui passent et tout, ça fait plaisir. Ça fait des petites balades à la journée qui sont pas loin et c'est que des bons moments passés. Donc je pense qu'on va continuer à faire nos petites balades de temps en temps parce que ça fait du bien, mine de rien.
La grosse aventure de cet été, c'était quand même de partir une semaine sur le GR30 en Auvergne, qui s'appelle le Tour des lacs et volcans d'Auvergne. Il y a plusieurs GR qui passent dans cette zone, notamment le GR4. Le GR4, c'est une grosse randonnée qui va de la Méditerranée à l'océan Atlantique, aux alentours de La Rochelle, je crois, mais il passe notamment par le Massif central et donc l'Auvergne. Donc tu vas voir, nous à la base, on devait suivre seulement le GR30 et finalement, on a longé un tout petit peu le GR4. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Donc pour te spoiler un peu, on n'a pas fini le GR30. On savait qu'on n'allait pas le finir parce que de toute façon, on partait pas assez longtemps pour le finir. Globalement, le GR30, il fait 198 km et les gens mettent en moyenne 9 jours à le faire, en comptant des étapes de plus ou moins 20 km, je pense. Parce que c'est une zone où il y a pas mal de dénivelé positif, donc évidemment, ça ralentit le nombre de kilomètres que tu peux faire à la journée. Donc on est parti à 3 pendant une semaine avec pour idée de faire globalement 6 jours de marche. Tu vas voir qu'on a ralenti un peu le rythme à la fin, mais globalement, on est parti du lac Chambon et on est parti en direction du sud. Donc la première journée, on est allé jusqu'au lac Pavin, qui était absolument magnifique, super lieu. Franchement, c'est un des plus beaux lacs que j'ai vu de ma vie, je pense. Il y en a un autre que j'ai particulièrement adoré dans les Pyrénées, mais le lac Pavin était vraiment sublime avec une couleur incroyable et super transparent. C'est un lac de cratères de volcans et il est absolument incroyable et je crois qu'au centre, à sa plus grosse profondeur en tout cas, je crois qu'il va jusqu'à 97 mètres de profondeur, ce qui est assez impressionnant quand même. Le lendemain, on est allé jusqu'à Espinchal en passant notamment par Compiègne et la Gaudivelle. Ça a été honnêtement une journée assez compliquée parce qu'il a fait très chaud. On a atteint les 33-35 degrés je crois même l'après-midi, ce qui est très dur pour marcher avec un sac. Il y a un moment, t'atteins un stade où tu réfléchis même plus en fait. On est passé dans toute une zone où c'était vraiment longé des champs en plus qui étaient un peu cramés parce que je pense qu'il avait fait chaud et pas de pluie depuis le début de l'été. On est passé notamment, je te le disais, par la Gaudivelle et comme à beaucoup d'endroits, le lac de la Gaudivelle était privé. C'est arrivé plusieurs fois sur le chemin qu'on tombe sur des lacs privés et ça a un côté un peu frustrant, c'est vrai, de se dire que tu fais le tour des lacs et volcans d'Auvergne et que finalement il y a beaucoup de lacs qui sont privés et auxquels des fois t'as même pas accès à l'eau. On va pas rentrer dans le débat maintenant, mais c'est quand même un sujet un peu complexe et j'ai un avis un peu partagé avec des arguments qui me correspondent dans les deux sens entre est-ce que c'est bon de privatiser un lac pour éviter que les gens aillent s'y baigner, etc., et que ça préserve la biodiversité ou pas. Mais voilà, le fait est que ça reste qu'on a un côté un peu frustrant de ne pas pouvoir aller, ne serait-ce que tremper ses petits pieds dans les lacs. Et ce soir-là, on a dormi à Espinchal dans un petit camping municipal. Petit camping, mais avec un dénivelé assez incroyable. Nous, on a dormi en haut et il fallait aller jusqu'en bas pour aller aux toilettes. Autant vous dire qu'on n'y allait qu'une fois dans la soirée. Le lendemain, on a marché jusqu'au lac de Lacrégut en passant par Église-Neuve d'Entraigues. C'était une journée très sympathique, où on a pas mal marché, il faisait assez chaud aussi. Franchement, on a eu une semaine où il faisait très chaud et c'est la première fois que je faisais de la rando sous autant de chaleur. Et encore une fois, c'est très difficile de tenir le coup avec un gros sac et de la transpiration qui s'arrête pas quoi, parce que il fait très chaud. Heureusement, on avait des endroits réguliers où faire des stocks d'eau et quand il y a eu besoin, on a utilisé ma fameuse gourde filtrante que je t'ai présentée dans une autre vidéo et qui a très bien fait son job. Rien à dire, je suis très contente de cette gourde qui m'a permis de boire de l'eau d'un lac, donc on va pas se plaindre non plus. Le lendemain, nous sommes allés jusqu'au lac Chauvet et c'est là que ça devient important de refaire un petit point sur les lacs parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire étape au lac Chauvet en pensant pouvoir poser leur tente, etc. à côté. Alors il faut savoir que le lac Chauvet est privé depuis des années et des années et qu'on n'a pas du tout accès à l'eau. Il y a un gardien qui surveille, etc. Bon, c'est assez fou quand même de se dire qu'il y a des gens qui ont de quoi payer quelqu'un et le loger et le nourrir pour qu'il passe son temps à surveiller le lac dans sa journée. Mais bon, encore une fois, ne rentrons pas dans ce débat-là. Le fait est que le lac Chauvet est privé. Le gardien, ceci dit, est très sympa et nous a donné accès si on voulait remplir notre eau au lac. Ou alors, il nous a carrément rempli notre eau le lendemain matin, donc c'était trop cool. Et il nous a autorisé à dormir à l'entrée de la forêt qui, en fait, n'est pas sur le terrain qu'il surveille, qui appartient à l'ONF. Et normalement, l'ONF ne permet pas le camping,
mais tolère globalement le bivouac. Donc on a posé notre tente assez tard, on a enlevé notre tente assez tôt et tout s'est bien passé. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça et je pense que ça doit lui arriver tous les jours de rencontrer des gens qui cherchent à poser leur tente dans cet endroit-là. Au final, ça nous a fait un peu râler, mais on a très bien dormi dans cet endroit et on a pu repartir le matin en étant directement sur le sentier du GR. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de changer un peu notre itinéraire, puisque la nuit d'avant, un de nous trois commençait à être très fatigué et à dire que clairement si on maintenait ce rythme, ça allait être compliqué. Évidemment, dans ces cas-là, on s'adapte. On a fini par trouver une solution, donc la journée d'après jusqu'au lac Chauvet, on l'a faite comme on avait prévu puisqu'elle était un petit peu moins longue. Et donc en repartant du lac Chauvet, on avait regardé les cartes un petit peu et on a pu changer notre itinéraire pour suivre un peu le GR4 et se dévier du GR30, puisque le GR30 repart complètement à l'ouest et que nous, notre objectif dans ces 6 jours, c'était quand même à la fin d'arriver au Puy de Sancy et que ça aurait été dommage de pas y aller. On a raccourci puisque le GR4 il coupe en fait et il remontait jusqu'à Superbès. Donc entre le lac Chauvet et Superbès, on a dû avoir 2 heures ou 2 heures et demie de marche. Et à Superbès, on a fait une longue pause, on a fait un restaurant, on a fait une pause au bord du lac, ça nous a fait du bien et on a décidé... Bon, c'est un peu ce qu'on avait en tête, mais on a décidé de faire une première montée pour se diriger vers le Puy de Sancy et y arriver le lendemain matin très tôt. Donc au final, je pense que sur la journée, on a fait une 12aine de kilomètres, il me semble. La dernière montée a été assez rude, mais on l'a faite le soir pour que la chaleur se soit un peu dissipée. On a commencé à monter, je pense, vers 18h30 et on s'est posé là-haut aux alentours de 20h30. Alors à ce niveau-là, c'est un peu complexe parce que... Alors quand tu montes depuis Superbès déjà, c'est quand même assez raide, mais la vue en haut est d'autant plus méritée puisque c'était absolument incroyable et magnifique. Mais ça a été très difficile pour notre ami pour qui ça devenait complexe. Heureusement, il a tenu le coup jusqu'au bout et on a dormi au niveau du col de la cabane, donc vraiment un peu avant de passer le col pour être à l'abri. Là, ça a été un peu complexe parce que normalement, c'est pas trop autorisé même de faire du bivouac ou alors vraiment assez tard. En tout cas, on a croisé des personnes qui venaient de se faire virer, qui avaient posé leur tente de l'autre côté, mais qui avaient dû poser leur tente assez tôt. Donc si vous faites du bivouac, petit rappel, posez votre tente si possible au coucher du soleil, avant qu'il fasse noir si vous voulez bien sûr, mais dans le but de ne pas être visible et de déranger le moins possible, et surtout enlever la tente tôt. Et le lendemain, c'était la dernière journée, journée incroyable, puisque on s'est réveillé tôt, et on est arrivé au Puy de Sancy, en haut du Puy de Sancy, à 8h, et c'était absolument incroyable de voir le Puy de Sancy aussitôt avec la magnifique lumière du matin. J'en ai presque les larmes aux yeux parce que j'ai été déjà montée au Puy de Sancy, j'avais déjà suivi un petit bout du GR30 en 2020 et c'était ma première rando seule dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo. Et dans cette rando-là, j'étais arrivée au Puy de Sancy, il était 10h30 je pense le matin, et à 10h30 le matin au Puy de Sancy il y a énormément de monde et j'en avais que très peu profité, en plus j'avais mal partout. Enfin le Puy de Sancy m'avait pas marqué plus que ça en fait, je m'étais dit que c'était quand même magnifique et que j'avais adoré l'Auvergne et que je voulais absolument y retourner, mais là de monter au Puy de Sancy si tôt, où il y a seulement finalement que les gens qui sont motivés à monter le Puy de Sancy, c'est-à-dire beaucoup des trailers, puisque le téléphérique n'est pas encore ouvert à ce moment-là, il ouvre seulement à 9h, donc les premières grosses masses de gens arrivent seulement aux alentours de 9h. Avant, franchement, on a le Puy de Sancy presque pour nous, c'est assez incroyable, donc franchement, quel plaisir, mais quel plaisir de monter au Puy de Sancy à 8h. C'était extraordinaire. Et ensuite, notre ami pour qui c'était galère et qui a quand même fait ce chemin jusqu'au bout, bravo, parce que c'était pas forcément donné en vrai. C'est quand même un chemin assez sportif quand on n'est pas habitué et tout. Grosse performance, voilà, tout le monde peut être fier. Donc notre ami est resté là-haut dans le but de reprendre le téléphérique un peu plus tard et on est descendu à 2 jusqu'à Mont-d'Or où on s'est rejoint quelques heures plus tard du coup. Et cette redescente, moi je l'avais déjà faite mais dans le sens inverse au moment
moment de ma première randonnée en 2020 sur le GR30. Franchement, en sens inverse, je pense que c'est encore plus difficile parce que la montée est moins raide, mais elle est beaucoup plus longue et c'est vraiment plusieurs heures de montée avec des zones presque d'escalade pas très loin du Puy de Sancy et tout ça. Donc c'est aussi un gros défi et beaucoup de gens montent par là puisqu'il y a des parkings en bas. Mais c'était le kiff là, vraiment de marcher sur les crêtes. C'était trop bien, un paysage magnifique. Ça m'a rappelé évidemment ma première rando et c'était le gros kiff. Franchement, Puy de Sancy, quel plaisir, mais quel plaisir. Donc voilà, c'était la fin de notre rando, on s'est arrêté à Mont-d'Or et l'idée de peut-être l'été prochain, ce serait de finir ce GR30. Et j'aimerais bien que ma grande sœur se joigne à l'aventure, donc voilà, je sais pas combien on fera ça, etc., mais ça pourrait être trop chouette. Bon, je me suis pas mal étalée sur le GR30, donc je vais essayer de faire assez rapide pour la fin. Il reste les randonnées qu'on a faites à 2, voire plus même, dans les Pyrénées espagnoles. Et la première rando, c'est une rando d'à peu près 12-13 km qu'on a faite dans la zone des Pozas de Bellsuit. Excusez mon espagnol, mais voilà. En tout cas, cette randonnée-là était superbe, avec des super paysages, un peu dans les bois, un peu dans les montagnes rocheuses, et il y avait la zone des Pozas, qui sont du coup des sortes de petites piscines qui sont dans la rivière. Nous avions prévu de nous arrêter là-bas, mais on s'est arrêté un peu avant, les indications étaient pas très claires, et les copains se sont baignés un peu dans la rivière, qui était très jolie, mais c'était pas aussi beau que ce qu'on a vu en finissant la rando, en repartant le soir. Donc c'est un peu dommage d'avoir raté ça, parce que les Pozas c'était vraiment un peu plus loin, et clairement si un jour vous faites cette rando, il faut s'arrêter là-bas, parce que c'est absolument magnifique, et encore là il y avait pas beaucoup d'eau, mais les Pozas, je pense que c'est sublime. Enfin, franchement, au printemps, ça doit être assez incroyable d'aller vers là-bas. Donc voilà, c'était une rando sympa qu'on a faite à 5 et largement accessible parce qu'avec très peu de dénivelé, le dénivelé se fait avant en voiture au moment d'aller au village de Bellsuit. Sinon, après, c'est relativement plat. Et voilà, c'est une boucle, donc on fait pas l'aller-retour et ça fait plaisir en vrai. Moi, je préfère les randos en boucle. Même si les allers-retours ont des avantages quand même, puisque tu ne vois pas le paysage de la même façon à l'aller et au retour. Mais j'ai quand même une préférence pour les boucles qui évitent de passer 2 fois au même endroit. La deuxième rando qu'on a faite à 2 cette fois, c'était à la Peña Oroel. Alors en fait, pour expliquer, on logeait à Raca, dans les Pyrénées espagnoles, et depuis Raca, on voit la Peña Oroel. C'est un peu la montagne de référence à Raca. Moi, je savais pas ce que c'était là-bas. En fait, j'ai juste montré, j'ai dit, on peut monter là-bas. Et du coup, nous sommes montés là-bas le lendemain. C'était une super rando, au début dans les bois. Et après, on est arrivé, alors pas par le chemin classique du coup. Donc vraiment, on a marché sur le haut de la montagne pendant au moins 1h30, je pense, avant d'arriver au bout de la Peña Oroel. Et toute cette zone-là était absolument sublime, avec quasiment personne, puisque les gens qui prennent le chemin classique arrivent par un peu plus loin. Et c'était vraiment avec une superbe végétation. J'ai adoré. D'un côté, il y avait la vue sur vraiment les gros pics des Pyrénées. Et de l'autre côté, les montagnes un peu plus petites. Donc voilà, c'était une super rando faite en quelques heures, qui monte pas mal à l'aller, clairement. Le retour, du coup, la redescente se fait relativement rapidement, mais il y a un petit peu de chemin quand même. Mais vraiment, le haut, on s'est régalé. C'était magnifique, vraiment la végétation absolument sublime, une super vue à la fin. On a mangé là-haut, donc c'était superbe. Et la dernière rando un peu improvisée grâce à mon appli Osmand, qui ne sponsorise pas cette vidéo, malheureusement. J'espère qu'un jour je serai sponsor par Osmand, ce serait incroyable. Donc ça a été une rando un peu improvisée parce qu'on avait décidé d'aller ailleurs. Mais quand on est monté pour aller dans ce fameux ailleurs, il faisait très froid. Et il pleuvait. Quand je dis très froid, c'est qu'il faisait 9 degrés fin août. J'ai dit, clairement, on va pas randonner là parce que juste, ça va nous faire chier et on va pas prendre de plaisir et on va avoir froid et on va pas être de bonne humeur, quoi. Et potentiellement, on va rien voir. Donc, aucun intérêt. On est redescendu un peu plus bas, on s'est garé le long de la route et j'ai regardé sur Osmand et on a un peu improvisé un chemin, mais il s'avère que finalement c'était un chemin balisé puisqu'il allait avoir un marathon dans quelques temps et que du coup tout était super bien indiqué, ce qui à mon avis nous a beaucoup aidé parce que clairement sinon en montagne il y a vraiment des zones où tu te dis il y a pas de chemin, quoi, c'est pas possible. Donc on s'est trop bien débrouillé, ça m'a évité de regarder mon téléphone toutes les 2 secondes pour éviter de se perdre sur le chemin et en fait ça passait, c'était une ancienne zone du GR11. Et là, ça a été le gros kiff cette rando. Franchement, c'était absolument
magnifique. Et en plus c'était de la rando comme les 2 autres d'avant, juste avec un petit sac à dos avec de l'eau et de quoi manger. Donc ça rajoute quand même un peu au plaisir de ne pas avoir à porter un gros sac. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les randos à la journée. C'est des plaisirs différents en vrai, d'avoir un gros sac à dos à trimballer et d'avoir le plaisir quand même de te dire que t'as tout sur toi et le plaisir de faire une petite rando, petite entre guillemets, à la journée dans laquelle t'as pas grand chose à transporter et du coup tu peux aller beaucoup plus vite et tu en chies beaucoup moins surtout. Donc globalement on est parti depuis une ancienne zone militaire, je pense que c'est un peu à l'abandon cette zone là. On est remonté jusqu'à une espèce de station de ski dans le but d'aller jusqu'à l'Ibón de Tortiellas. J'espère que je le dis pas trop mal. Donc si tu le sais pas, un Ibón c'est un lac de montagne en fait. En espagnol il distingue différents types de lacs et il y a les Ibón qui sont des lacs de montagne. En fait il s'avère que c'était un lac sec, bon je l'avais vu sur Maps. En tout cas on a fait une première montée jusqu'à la petite station de ski, une redescente jusqu'à l'Ibón et on est remonté jusqu'au Pico Garganta de Aiza. Par là vraiment quand t'arrives à l'endroit de l'Ibón tu te dis il va jamais y avoir un chemin par ici en fait. Comment il peut y avoir un chemin? T'as l'impression que la montagne est super raide et tu te dis jamais je monte ici quoi. Et je me dis les premières personnes qui ont fait ça, mais quelle idée quoi. Moi je suis toujours un peu une flippette des randos en montagne en vrai parce que je trouve que c'est très facile de vite perdre son chemin, donc là j'étais très contente qu'il soit bien balisé avec ces balises rouges qu'on voyait de loin et on a continué de grimper jusqu'à 13h30 à peu près je pense jusqu'au Collado de Estiviellas. Encore une fois j'espère que je le prononce bien. On est arrivé là-haut au Collado de Estiviellas à un peu plus de 2000 mètres d'altitude et le soleil donnait sur nous, on a mangé là-haut, c'était magnifique, vue magnifique, franchement toute cette rando, toutes les vues étaient sublimes sur les montagnes des Pyrénées là, incroyable. Et finalement j'ai pas trouvé les montées si difficiles que ça. Je sais pas si c'est que je deviens un peu sportive ou si c'est que c'était pas si difficile que ça, mais je pense que franchement tout le monde ne ferait pas ça, ça grimpe bien. C'est pas une rando destinée à des gens qui n'ont jamais randonné à mon avis. En tout cas le fait est que je suis assez contente d'être montée aussi rapidement et sans trop de galères. Et les vues franchement à couper le souffle, vraiment les vues de rando en montagne. Je dis que j'aime pas la rando en montagne parce que je trouve que c'est facile de vite se perdre et qu'il y a plein de trucs qui me font stresser, notamment si je faisais des randos longues, mais là c'est pas le cas. Et là franchement ouais, le fait que ce soit super bien balisé et le fait d'avoir évidemment des vues incroyables, je ne peux que dire que j'aime la rando en montagne. Voilà, on est contradictoire ici, n'est-ce pas? L'humain est fait de contradictions. Hein. Donc voilà, de là-haut, on est redescendu à Canfranc Estación, Canfranc, pour les gens qui parlent plus français. Enfin, il y a Canfranc et il y a Canfranc Estación, qui est la zone où il y a la gare, la grande gare de Canfranc, qui est très réputée. Et du coup, on est redescendu jusque-là, et la plupart des gens font cette montée jusqu'au Collado de Estiviellas en partant depuis Canfranc. Sachez que la montée est longue, et qu'elle fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle est pas très raide, mais c'est vraiment, tu sais que tu vas monter la montagne de cette façon-là parce que la montagne est très raide et que ce serait impossible de la monter directement. Du coup, la montée est très longue. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, la redescente relativement longue, donc je n'imagine pas la partie si on la fait en montée. Mais par contre, le fait de faire cette boucle dans ce sens-là, c'était superbe. Et on est retourné en stop du coup depuis Canfranc jusqu'à l'endroit où on avait laissé la voiture. Ça nous a fait une petite boucle et c'était une super journée avant de revenir et de recommencer la routine et le travail. Mais quel plaisir, c'était trop bien d'avoir un été avec autant de rando, même si pour certains ça peut ne pas être assez, pour certains ça fait beaucoup. Peut-être que je suis dans un juste milieu finalement, donc c'est pas trop mal. En tout cas, à chaque fois ça m'a déconnectée. Vraiment, je pense que j'ai cette chance de pouvoir être déconnectée assez facilement et les randos ça me fait cet effet là à chaque fois. Franchement, que je parte des fois une journée ou même 2 jours sur un week-end, ça me fait une vraie coupure et j'ai l'impression d'avoir remis un peu les trucs à zéro. Donc là, partir sur une semaine ou sur quelques jours, voilà, c'est un plaisir et surtout d'avoir découvert des super jolis paysages. Quelle vie les amis, j'ai envie de vous dire, lancez-vous dans la randonnée. Des fois on trouve que c'est un plaisir bizarre parce que juste on souffre, mais on arrive à des vues incroyables. Donc non, foncez, franchement la randonnée c'est quand même un sport, tu peux le démarrer de façon douce, c'est agréable, il y a des jolis paysages, je ne peux que recommander de vous lancer dans la randonnée.
Sur ce, je pense que j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me raconter toi aussi tes aventures de randonnée ou d'autres sports ou tes vacances de manière générale dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir de te lire et peut-être que ça me donnera des idées pour les prochaines randos. Je voulais parler des idées que j'avais pour mes prochaines randos dans cette vidéo, mais je pense qu'elle est déjà assez longue, donc on verra peut-être plus tard. En tout cas, j'aimerais bien axer un peu mon contenu aussi sur de la création de contenu vraiment directement en rando, mais je réfléchis encore à comment organiser ça, parce que c'est vrai que ça fait un peu mal de se dire que t'alourdis ton sac avec du matériel de vidéo à voir. Peut-être que c'est quelque chose qui est envisageable. En tout cas, j'aimerais bien que ça prenne cette direction-là sur l'année qui vient. Bon, comme je t'ai déjà dit, peut-être pas en automne-hiver parce que je randonne pas trop dans cette période-là, notamment à cause de la chasse. Mais voilà, bon, on verra à terme. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.